20h, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau journal sur RTI 1. À la une de l'actualité, la Côte d'Ivoire va bientôt se doter d'un nouveau statut général de la fonction publique. Le projet de loi a été présenté par la ministre de la fonction publique devant les députés membres de la Commission des affaires sociales et culturelles. Il a été adopté à l'unanimité. Un autre projet de loi adopté cette fois par le Sénat, il vise à faire le distinguo entre les routes nationales, régionales, départementales ou autres en vue d'assurer un meilleur programme d'entretien du réseau routier ivoirien. Les examens de fin d'année s'ouvrent dans seulement quelques jours sur l'ensemble du territoire national. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a lancé la phase écrite de ces examens à grand tirage. Il démarre le 5 juin prochain avec l'examen du CEPE. Et puis concernant la pénurie d'eau potable dans les ménages de la commune de Yopougon, la situation s'améliore. Après le passage hier de plusieurs membres du gouvernement sur le site à problème, la mise en œuvre des solutions a connu un coup d'accélérateur. Bienvenue, bonsoir à tous. Le projet de loi a été adopté par l'Assemblée nationale. Les fonctionnaires ivoiriens auront bientôt un nouveau statut. Entre autres nouveaux points, le texte va prendre en compte l'usage des technologies de l'information et de la communication, ce qui n'était pas le cas pour la loi de 1992. Traoré Zakaria et Moussa Konadé. Un nouveau statut pour les fonctionnaires de Côte d'Ivoire adopté à l'unanimité en commission par les députés. 31 ans après, l'État ivoirien se dote d'une nouvelle loi portant statut général de la fonction publique. Le présent projet de statut général de la fonction publique restitue la place du fonctionnaire dans l'action administrative en rappelant qu'il est au service de l'État. Ce statut aura le même mérite d'offrir une perspective de carrière à tous les agents publics, à quelque niveau de la hiérarchie administrative. Le nouvel outil de gestion de l'administration ivoirienne prend en compte les technologies de l'information et de la communication et le contrôle de présence des agents à leur poste. Le tout pour une administration publique modernisée, répondant au principe de l'équité. L'Assemblée nationale a bien perçu la nécessité de faire en sorte que nous soyons une fonction publique de mérite qui reconnaît la performance, qui reconnaît l'efficacité de ces fonctionnaires, qui les encourage et qui garantit leur épanouissement. Tout cela a été passé au peigne fin par la Commission qui a suivi le gouvernement à travers donc ce vote qui a sanctionné nos travaux. La ministre de la fonction publique annonce également la mise en place d'un cadre de concertation permanent avec les députés afin de mieux échanger sur les questions visant à rendre les actions administratives plus performantes. Je vous donne maintenant lecture d'un communiqué de l'Assemblée nationale. Le président de la Commission des affaires économiques et financières convoque mesdames et messieurs les députés, membres de la dite commission, à une réunion qui va se tenir le jeudi 1er juin 2023 à 10h à l'hémicycle. Ordre du jour, examen du projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2022-908 du 30 novembre 2022 portant augmentation du plafond des avals et garanties accordées par l'État pour l'année 2022. Voilà, nous l'avons vu à l'instant, un nouveau statut général de la fonction publique pour plus d'efficacité dans les actions a été adopté. Au ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, on travaille également à gagner en efficacité. Le ministre en charge de ce département a présenté devant le Sénat le projet de loi portant classification et immatriculation des routes de Côte d'Ivoire. Kader Sogodogo. Amédée Kouakou, ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, expose devant la Commission des affaires économiques et financières du Sénat sur un projet de loi portant classification et immatriculation des routes de Côte d'Ivoire. Dans la vision du président Alassane Ouattara, la décentralisation a une place importante. Mais il faut savoir, parmi toutes les routes qui sont en Côte d'Ivoire, quelles sont les routes qu'on peut appeler routes nationales, quelles routes on peut appeler une autoroute, quelle route on peut appeler une voie rapide,
quelle route on peut appeler une route départementale et qu'est-ce qu'on peut appeler une route à l'intérieur d'une ville ou une route qu'on peut appeler une route privée. Alors, dès lors que vous finissez de mettre les routes, chacune dans sa catégorie, c'est très simple de savoir comment on l'entretient. Une route nationale, vous savez que ça doit être du ressort de l'État. Une route départementale, évidemment, on a des conseils régionaux. Échange sous forme de questions-réponses, vote à main levée et adoption à l'unanimité. Un passage devant les sénateurs qui a permis d'annoncer la fin quasi des travaux de l'autoroute Tébissou-Boaké. La commission des affaires économiques et financières du Sénat est présidée par le sénateur Moïse Koumoué Kofi. Voilà, on classifie et on identifie, on immatricule les routes ivoiriennes. Le ministère des Transports s'inscrit lui aussi dans cette logique de précision et de fiabilité. Un nouveau système d'immatriculation va être mis en place. Il vient permettre l'immatriculation précise et exacte de chaque conducteur en mettant fin au phénomène des plaques fausses ou détériorées, donc illisibles. À quoi répond cette nouvelle opération? Comment va-t-elle se dérouler concrètement? Et quel changement pour les automobilistes? Nous recevons ce soir Monsieur le ministre des Transports, Amadou Koné, qui a bien voulu répondre à notre invitation. Bonsoir Monsieur le ministre. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Alors nous parlons de nouvelles plaques d'immatriculation. Quel est le besoin derrière ce changement? Je veux dire, pourquoi les plaques seront changées? Alors il y a le constat que nous avons fait tous. Lors des réformes que nous avons faites, c'était récurrent d'entendre nos compatriotes dire qu'il y avait des problèmes avec les plaques d'immatriculation qui n'étaient pas disponibles. Et puis nous avons constaté que ces plaques se détérioraient très rapidement. Et vous vous souviendrez que dès ma prise de fonction, la première visite que j'ai faite, c'était au guichet unique automobile. Donc nous avons constaté beaucoup de défaillances en ce qui concerne la délivrance des plaques, la qualité des plaques, l'authenticité des plaques, avec beaucoup de plaques frauduleuses qui existent. Mais également, et vous l'avez noté, avec la vidéo-verbalisation, on le savait en avance. Mais on s'est rendu, tout le monde a constaté que plusieurs véhicules différents avaient le même numéro de plaque d'immatriculation. Parfois, vous êtes verbalisé à Abidjan, vous recevez la notification que le véhicule est à Bouna, simplement parce qu'il y avait des doublons. Et tout ceci parce qu'on n'avait pas un système d'immatriculation qui était digitalisé. Et on n'a pas de base de données d'immatriculation. On a une base de données des cartes grises, mais il n'y a pas de base de données d'immatriculation. C'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'il y a une standardisation en cours dans le monde en ce qui concerne les plaques d'immatriculation. Simple, il faut que les plaques soient lisibles à tout temps. Il faut que les plaques répondent à un certain nombre de caractéristiques techniques. Donc, au niveau international, il y a 9 textes qui sont exigés pour les plaques. Et il fallait nous mettre donc aux normes. Toute dernière chose, il y a 2 ans, malheureusement, on a constaté donc, la grosse fraude qu'il y a eu donc à l'immatriculation des véhicules, fraude à la douane, ainsi de suite. Et le gouvernement avait décidé de dématérialiser. Dans le cadre de cette dématérialisation, il s'est avéré donc important de mettre en place un nouveau système informatisé d'immatriculation. Accélérer la procédure d'immatriculation des véhicules, parce qu'on attend trop souvent, très longtemps, pour avoir les plaques d'immatriculation. Améliorer les plaques d'immatriculation, mais également avoir des plaques d'immatriculation qui sont authentiques. Beaucoup de gens sont propriétaires de véhicules, dans les faits, mais du point de vue donc légal, ils ne sont pas propriétaires parce que le véhicule est au nom d'autres personnes, ainsi de suite. Donc il y a eu beaucoup de problèmes que nous sommes en train de corriger. D'accord, Monsieur le ministre. Concernant précisément cette opération qui démarre normalement demain, c'est bien cela, comment cela va se passer concrètement? Alors concrètement, pour les usagers, pas grand-chose ne change, sauf que les plaques seront disponibles beaucoup plus vite. Alors donc il s'agira pour nous, donc au niveau du guichet qui s'occupe donc de l'immatriculation, de dématérialiser les processus de collecte à travers Côte d'Ivoire Logistique. Ensuite, de produire les numéros d'immatriculation qui changent à partir donc d'une base de données et de permettre que nous démultiplions sur l'ensemble du territoire
des points d'immatriculation des véhicules au lieu que donc, toutes les plaques soient confectionnées à Abidjan, posées pour la plupart à Abidjan, que sur l'ensemble du territoire national, donc tout ceci soit possible. D'accord. Qu'est-ce que l'automobiliste lambda doit faire exactement? Comme je dis, c'est vraiment pour l'automobiliste, rien ne change. Pour avoir cette nouvelle plaque, comment ça, il va procéder? Il va donc dans les centres de gestion intégrés, là où il n'y a pas de bureau donc du guichet unique automobile, notamment à l'intérieur du pays. On a une quarantaine de sites à l'intérieur du pays, avec Côte d'Ivoire Logistique qui collecte donc les données. Donc ces données sont collectées, transférées à Abidjan pour traitement. Et nous faisons tout pour qu'au bout d'une semaine, les cartes grises soient disponibles. Une fois que la carte grise est disponible, en 48, 72 heures, vous avez votre plaque qui est posée. Très bonne nouvelle. Et concernant les coûts? Les coûts ne changent pas. Alors on a fait un effort important parce que les plaques qui sont mises à disposition sont des plaques hautement sécurisées, d'un certain coût. Donc nous avons travaillé vraiment pour que sur les questions de sécurisation, de tatouage, des pare-brises qu'on ne fera plus, parce que ce n'est pas nécessaire, qu'on puisse faire des gains d'économie et qu'on puisse mettre à la disposition des populations. Donc ces plaques-là, aux coûts qui sont pratiqués en ce moment, c'est 17 500 francs, je crois, pour les coûts. Ça ne change pas, donc du tout. D'accord. Monsieur le ministre, concernant les caractéristiques de ces nouvelles plaques, on voit que vous avez des spécimens sur le plateau. Est-ce que vous pouvez brièvement nous les décrire? Alors, dès demain, on présentera plus amplement donc les caractéristiques parce qu'il y a beaucoup de caractéristiques techniques. Donc, le fond est blanc, comme vous le voyez, c'est ce qu'il faut retenir principalement. On va soulever un tout petit peu pour que... Et c'est écrit donc, en noir dessus, avec des caractères spéciaux. Comme je dis, hautement sécurisés. Ce sont des plaques qui ont passé un certain nombre de tests donc dans le domaine. Faites voir. Dans le domaine, notamment ce qu'on appelle donc la norme BS, donc qui est une norme avec des exigences de tests. C'est 9 tests qui sont faits donc, sur ces plaques-là pour le choc, la corrosion, les intempéries, les solvants, parce que vous avez constaté aujourd'hui que les plaques que nous avons, parfois au bout de 3 mois ou 1 an, les plaques sont plus illisibles. Donc c'est pour corriger un peu tout ceci qu'on a décidé de passer donc, à des normes internationales beaucoup plus strictes. Merci, monsieur le ministre. Un dernier mot concernant l'opération, puisqu'elle démarre demain. Alors l'opération démarre demain. Je voudrais dire que il ne s'agit pas pour ceux qui ont déjà donc, des plaques d'immatriculation authentiques, lisibles, de changer leurs plaques. Donc les plaques ne sont pas à changer. C'est un système d'immatriculation initiale des véhicules. Donc, ceux qui ne sont pas encore immatriculés, donc, ils auront donc de nouveaux numéros. Progressivement, avec la détérioration des plaques, ainsi de suite, les uns et les autres pourront donc changer de leurs plaques. Le coût ne change pas. Nous allons commencer sur Abidjan et nous avons pour objectif de nous déployer sur l'ensemble du territoire dans les 3 à 4 mois à venir. Mais très rapidement, certaines grandes villes comme Daloa, Korogo, Bouaké et Yamoussoukro vont voir d'ici 1 mois les centres ouverts pour que les plaques donc, puissent être faites directement donc, là-bas sur le terrain. Merci, monsieur le ministre. On note donc que ce sera progressif, donc ce n'est pas la peine de se ruer vers les centres pour changer nos plaques qui restent valides. Merci, monsieur le ministre des Transports, pour toutes ces précisions. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Dans le même temps, le ministère des Transports travaille aussi à réduire les coûts d'acquisition des véhicules et aussi favoriser le renouvellement du parc automobile ivoirien. Un accord avec une entreprise indienne d'assemblage et de vente de véhicules va permettre l'assemblage et la production de 1700 véhicules, toutes catégories, sur le sol ivoirien, et cela sur une période de 12 mois. Nous voyons cela avec Frédéric Oulaï et Didier Nguessan. Après les 40 véhicules montés par la Société des transports abidjanais Sotra avec succès, le ministère des Transports et l'entreprise Ashok Leyland, une société indienne de montage et de vente d'automobiles, s'accordent pour la deuxième phase du projet d'assemblage de véhicules en Côte d'Ivoire. Après près d'une année de discussion, donc nous ayons ensemble décidé d'implanter ici donc cette chaîne d'assemblage pour 4 ou 5 types de véhicules différents, donc ici à Abidjan.
Ce sont un peu plus de 1700 véhicules qui vont être assemblés donc assez rapidement. Le deuxième volet du partenariat conclu entre l'entreprise indienne et la partie ivoirienne prévoit également la production des équipements automobiles dont la question pneumatique a été abordée lors des échanges. Tout ce qui concerne la pneumatique, ce sont plusieurs millions de pneus qui sont utilisés par cette entreprise donc à travers le monde. Donc, on a tout ce qu'il faut juste un peu de pétrole, on en a, il faut de l'eau, on en a en abondance, il faut de l'électricité, ce n'est pas un problème ici, et puis il faut de la matière première, le caoutchouc que nous avons. Le reste, c'est de la technologie, c'est de la formation. À travers le ministère des Transports, le gouvernement traduit en actes sa politique visant à renouveler le parc automobile d'une part et favoriser la baisse du coût d'achat des véhicules en Côte d'Ivoire d'autre part. On s'intéresse à la sécurité alimentaire, la problématique de la perte de fertilité des sols réunit en ce moment les experts à Lomé au Togo. Une rencontre sous-régionale à laquelle prennent part plusieurs chefs d'État pour mettre en avant la nécessité de garantir la fourniture d'engrais aux agriculteurs de la CEDEAO et du Sahel. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural de Côte d'Ivoire a exposé les mesures incitatives qui ont été prises par le gouvernement, retrouvant sur place nos envoyés spéciaux, Lancine Bakayoko et Fernand Conan. À cette table ronde de haut niveau, ici à Lomé, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, qui représente le président Alassane Ouattara, a résumé le faible niveau d'utilisation des engrais en 3 points essentiels. Premièrement, il y a une irrégularité dans l'approvisionnement des producteurs en engrais de qualité, vu que ceux-ci ne sont pas toujours disponibles en quantité suffisante. Deuxièmement, il y a la question des prix élevés des engrais qui empêchent les petits producteurs à s'en procurer. Troisièmement, l'absence de cartographie de la fertilité des sols fait que les encadreurs et chefs de projets agricoles n'ont pas l'outil qu'il faut pour guider les producteurs quant à la meilleure utilisation des engrais pour nourrir leur sol. Ces problématiques exigent de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel un accroissement des financements dans un système durable et compétitif. Outre cela, il est également nécessaire de stimuler le développement des marchés régionaux et panafricains des engrais, renforcer l'intégration régionale et promouvoir des pratiques commerciales équitables et transparentes pour faciliter la distribution régionale. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, plusieurs dispositions ont été prises, notamment pour la bonne qualité des engrais, mais surtout au plan institutionnel. Au niveau des dispositions incitatives, on note que les engrais et autres produits assimilés sont exonérés de TVA. Par ailleurs, des avantages fiscaux sont offerts aux investisseurs qui décident de s'installer dans l'une des 9 zones d'agropole où des espaces de commercialisation sont mis à la disposition des agrofournisseurs afin de réduire la distance entre ceux-ci et les exploitants agricoles. Sous la supervision du président en exercice de l'UEMOA, Mohamed Bazoum et son homologue de la CEDEAO, Oumarou Sissoko Mbalo, une feuille de route, appelée aussi déclaration de Lomé, a été adoptée. Cette feuille de route prévoit des projets prioritaires liés à l'intensification de la recherche, la production locale d'engrais et l'opérationnalisation des normes de qualité. Cette convergence des volontés politiques régionales qui nous réunit aujourd'hui permettra à terme de construire ensemble notre autonomie et un destin commun. Pour soutenir tous ces projets de production d'engrais, la Banque mondiale annonce des investissements de l'ordre de 5,5 milliards de dollars d'ici 2024. Le nouveau terminal céréalier du port autonome d'Abidjan est désormais fonctionnel. L'ouvrage a été réalisé à hauteur de 70 milliards de nos francs grâce à un financement de la coopération japonaise. Ce nouveau terminal va permettre de traiter plus d'1 million de tonnes de céréales par an et générer 500 emplois directs. Mahama Traoré. Plus qu'un ouvrage mis en service ce jour, c'est une autre victoire sur la compétitivité que remporte le port autonome d'Abidjan
avec son nouveau terminal céréalier. Cette infrastructure permet de réaliser ici, au port autonome d'Abidjan, le tout premier terminal céréalier dans le golfe de Guinée. Financé à hauteur de 70 milliards de francs CFA par la coopération japonaise, le nouveau terminal céréalier achève la série des grands projets de modernisation entrepris par le port d'Abidjan depuis 2012. Avec ses 3 postes à quai et 9 hectares de terre-plein dédiés aux entrepôts et silos, l'infrastructure va traiter 1,2 million de tonnes de céréales par an et générer 500 emplois directs dans sa phase d'exploitation. Ce terminal, dont les quais sont mis en exploitation aujourd'hui, aidera à résorber les difficultés existantes, car il offre 3 postes à quai, dont 2 avec des tirants d'eau de 13,50 m et 1 avec des tirants d'eau de 12,50 m. Ce terminal permettra aux opérateurs d'affréter des navires de 60 000 tonnes, contre 30 000 tonnes aujourd'hui, induisant sûrement des économies d'échelle. De 2012 à aujourd'hui, c'est plus de 1 000 milliards de francs CFA que l'État a investi pour améliorer les installations du port autonome d'Abidjan. La réalisation de ce terminal céréalier est, comme tous les autres projets de développement, d'une importante contribution dans le positionnement du port autonome d'Abidjan comme un hub de référence sur la façade atlantique de l'Afrique. La réalisation de cet ouvrage au sein du port revêt un enjeu de sécurité alimentaire, dans la mesure où les céréales constituent pour les populations ivoiriennes et celles de la sous-région des produits de première nécessité dont les besoins augmentent naturellement avec la croissance démographique et la croissance économique. En 2022, le port d'Abidjan a réalisé un trafic global de 30 millions de marchandises. Éducation nationale, examen à grand tirage. 1 597 045 candidats sont en lice pour cette année. Ce mercredi, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a lancé la phase écrite de ces examens de fin d'année. Le 5 juin prochain, ce sera l'examen du CEPE, puis le BEPC du 12 au 16 juin et enfin le bac du 3 au 7 juillet prochain. C'est Forazegui. L'examen du CEPE ouvre le bal des examens à grand tirage en Côte d'Ivoire. Le lundi 5 juin prochain, les 654 531 candidats en lice seront face à leur copie. La directrice des examens et concours revient sur des détails résolus. Les élèves de CM2 immatriculés tardivement pour manque d'extrait de naissance, d'acte de naissance, ont pu intégrer les effectifs candidats malgré leur retard. En outre, de nombreux centres de composition ont été ouverts pour rapprocher les candidats de leur localité d'origine et éviter les abandons liés à la longueur des distances à parcourir pour prendre part aux examens. Qu'il s'agisse des convocations, des centres de composition ou de la question des surveillants, les derniers boulons sont vissés. À ce jour, les candidats sont inscrits et répartis dans les centres de composition. Les acteurs ont vu leur capacité renforcée et les surveillants recevront des convocations répertoriées. La sensibilisation initiée se poursuit. Le matériel et les documents de session sont à disposition dans chaque direction régionale qui n'attend plus que les compositions. La fraude aux examens, une dérive que Mariatou Koné veut combattre. Elle met en garde des éventuels tricheurs. Des mesures drastiques accompagnent désormais les examens en Côte d'Ivoire. C'est un combat de tous, examinateurs, parents d'élèves, élèves eux-mêmes, partenaires à l'organisation et vous, les candidats. Il s'agit d'un combat de tous contre un mal insidieux aux effets durables et pervers pour notre société et pour sa jeunesse. Vous ne rendez pas service à vous-même, vous ne rendez pas service à la Côte d'Ivoire. Cette année encore, nous allons redoubler de vigilance avec la vidéosurveillance à l'intérieur des centres et des salles d'examen, ainsi que dans les alentours immédiats des sites de composition. Pour les classes du BEPC, ils sont 577 618 candidats. Aux tests d'orientation en seconde, 10 181
et au baccalauréat 345 905. Un total cumulé de 1 589 235 candidats qui affronteront les épreuves du CPE, du BEPC et du bac. Les épreuves écrites se dérouleront du lundi 12 au vendredi 16 juin 2023 pour le BEPC et pour le baccalauréat du lundi 13 au vendredi 17 juillet 2023. Dans les écoles confessionnelles islamiques de Côte d'Ivoire, les compositions ont déjà démarré. Pour la région de Gbeke, ils sont 2176 candidats au CEPE et 590 au BEPC, repartis dans 6 centres de composition. Direction Boaké avec Soro Corona. École franco-arabe Dar El Hadis de Boaké, centre de composition du CEP, certificat d'études primaires et élémentaires, du BPC, brevet d'études du premier cycle, section 2023. Dans la région de Gbeke, ils sont 2176 candidats au CEP et 590 candidats au BPC, répartis dans 6 centres de composition pour 109 salles. Les premières épreuves se déroulent bien. Les élèves sont motivés, ils ne sont pas stressés. Bon, vraiment, apparemment, ça se passe très bien. Au niveau de mon établissement, vraiment, il n'y a pas eu d'absence. Plusieurs innovations sont enregistrées pour cette session, selon les responsables locaux de la plateforme d'écriture islamique. L'année passée, il n'y avait pas de programme harmonisé. Mais cette année, il y a un programme harmonisé. Et cette année encore, il y a plusieurs centres par rapport à l'année passée. Et puis, concernant aussi la surveillance, je pense qu'on a mis l'accent sur la surveillance et la motivation aussi des enfants. Donc, il y a eu beaucoup d'innovations cette année. Dans les centres de composition visités, ce sont des candidats concentrés et confiants qui trouvent les épreuves à leur portée. On fait le Mada de Tajwid avec le Coran. C'est très bon. Et je suis sûr que je vais avoir cet examen. Les épreuves du CEP se tiennent sur un jour et celles du BPC sur 2 jours. Les candidats composent dans 10 matières, à savoir le Coran, la doctrine, la grammaire, la dictée, l'unicité de Dieu et la lecture. Les résultats du CEP et du BPC des écoles franco-arabes sont attendus le 14 juin 2023. Le saviez-vous, nous sommes aujourd'hui 31 mai, la journée mondiale sans tabac. C'est une journée pour mettre en lumière les dangers associés à la consommation de tabac et à l'exposition à la fumée du tabac. En Côte d'Ivoire, il existe depuis 2019 une loi relative à la lutte anti-tabac. Elle interdit de fumer en public et dans les transports en commun. Qu'en est-il de son application? Reportage. Chaque minute, 15 personnes dans le monde meurent à cause du tabac, selon l'Organisation mondiale de la santé. Mais ces statistiques sont loin de freiner les friands de la cigarette. Alors que la communauté internationale célèbre la 36e journée mondiale sans tabac, les amoureux de la tige blanche savourent leur nicotine et comme toujours en public. Le public ne compte pas. Si on veut qu'on arrête de fumer, on va fumer l'entreprise qui fabrique la cigarette, non arrête de fumer. Si tant que la cigarette existe encore, ils vont fumer. Les gens qui disent que nous, on fume et puis ça les gêne, ils n'ont qu'à nous excuser. On ne peut pas. Parce qu'il faut qu'eux-mêmes soient dedans pour comprendre ce qu'il y a dedans. Moi, on ne m'a pas dit que monsieur ne fumait pas dans le public pour un agent. Maintenant, il n'a pas vu aussi un agent dans notre cas ici en train de dire monsieur ne fumez pas dans le public, il n'y en a pas. Pourtant, la loi numéro 2019-676 du 23 juillet 2019 relative à la lutte anti-tabac en Côte d'Ivoire est bien claire. Il est formellement interdit de fumer dans les lieux publics et les transports en commun, mais l'application de cette disposition reste encore un défi. Prendre une clope, expression populaire, publiquement, est quasiment devenu une norme, et ce, aux grandes dames des non-fumeurs. Tu vois, moi, personnellement, ça me dérange, ça m'indispose, mais ils sont souvent récalcitrants. Quand je suis assise à quelque part, que je sens la fumée, ça me donne très mal à la tête. Et les conséquences sont les mêmes, sont pratiquement les mêmes chez le fumeur que le fumeur passif, comme on dit. Voilà. Et donc, c'est les atteintes pulmonaires, irritation des yeux, cancer de poumon, cancer de gorge, tout ce qu'on peut imaginer. Des cancers qui se soldent très souvent par la mort. En Côte d'Ivoire, 5000 décès annuels sont imputables au tabagisme.
Mais sur les marchés, la vente de la cigarette au détail par les commerçants non agréés s'intensifie et prospère. Je peux vendre 6 paquets, 7 paquets, souvent cartouches, on peut vendre cartouches aussi, à jour. La Côte d'Ivoire s'est fait bon élève en se dotant d'un cadre juridique pour lutter contre le tabagisme. Mais sa mise en application est une autre réalité. Bon, ils doivent mettre des agents de l'État dans chaque coin de la rue par rapport à ceux qui fument. Là, comme ça, si une personne est en train de fumer, ils vont l'interpeller. Et puis aussi, mettre des sanctions aussi. Et puis ces sanctions-là, quand ils vont les appliquer là, il faudrait qu'ils montrent ça aux yeux de tous. Moi, ma proposition est la suivante, c'est de mettre en place une police spéciale vraiment pour sanctionner ces personnes-là qui fument en public pour ne pas que vraiment ça ne se répète. La prévalence tabagique en Côte d'Ivoire est estimée à 14,5%. Plus inquiétant, sur les 13-15 ans, dont 19% seraient déjà fumeurs selon l'OMS. La pénurie en eau potable dans la commune de Yopougon est en train d'être résolue. Dans certains ménages, c'est déjà le cas et les travaux se poursuivent. La situation rentre progressivement dans l'ordre. Patricia Kwaku et Régis Kofi sont allés en faire le constat. Leur reportage. L'eau est là. La joie de cette jeune dame également est au rendez-vous. Voilà près de 6 jours que ce précieux liquide était aux abonnés absents dans les robinets à Yopougon-Mami-Adjoa. Aujourd'hui, c'est le soulagement pour Stéphanie Digbe. Ça fait 2 jours qu'il y a l'eau chez nous maintenant. En fait, ça me fait du bien parce que quand il n'y avait pas l'eau, je me levais à 3h, 2h pour puiser l'eau. Ça me fatiguait. Dans cette période difficile, où les nuits étaient courtes, Trésor Bangali a choisi, lui, de prêter main forte à son épouse. Le quotidien à la maison, c'était pas facile. Souvent, même on peut faire un jour même sans se laver, puis il n'y avait pas l'eau. La fatigue, quand elle quitte là, elle arrive à la maison, elle est fatiguée. Donc moi, je suis obligé de veiller à l'eau pour qu'elle puisse avoir de l'eau. Vraiment, je remercie Dieu que tout est rentré en ordre. Maintenant, on a commencé à avoir un peu d'eau, mais ce n'est pas tout le monde. Au fur et à mesure, les gens commencent à avoir un peu d'eau, puisque ce n'est pas tous les secteurs. À Yopougon-Sidessi, c'est le même décor. L'eau est de retour dans les robinets, même si l'on constate ici que la pression reste encore faible. À quelques minutes de route, au terminus 42, les tuyaux sont vides. Même constat à Yopougon-Ananeray. Ça vient 2, 3, mais on ne gagne pas le pardon. On ne gagne pas l'eau. Donc, comme on est parti, ça fait 2 jours, on ne gagne pas l'eau. Donc, ma soeur donne qu'à aller voir dans la mosquée, on pise l'eau. En attendant, la société de distribution ravitaille les populations à partir de camions-citernes. Depuis le jeudi 25 mai, un incident s'est produit sur la conduite principale de l'usine d'alimentation des zones se trouvant au quartier Liangon 2. Plusieurs cités de la commune sont dès lors impactées par une coupure d'eau. La SODECI promet un retour dans un délai très court. Les premiers pas vers le rétablissement de la situation sont posés. La mise en place d'un système intégré de gestion du guichet unique du permis de construire, la déconcentration du guichet unique du permis de construire, autant de sujets mis sur la table des échanges par le ministère de la Construction. Et pour ce faire, les acteurs qui interviennent dans le processus de la délivrance du permis de construire sont réunis en ce moment. Angela Diallo et Franck Wadio. Effondrement d'immeubles et conflits fonciers à répétition. Le gouvernement y fait face par la mise en place d'un guichet unique du permis de construire, une façon d'assainir l'activité foncière. Et de cette initiative découlent plusieurs projets soutenus par la primature, dont le système intégré de gestion du guichet unique du permis de construire. Ce système va permettre une réduction significative des problèmes relatifs à l'obtention du permis de construire par la diminution du nombre de procédures, qui passe de 22 à 10, mais aussi une réduction significative des délais. De 162 jours, on passe à 76. Puis l'amélioration de l'indice de contrôle qualité de la construction de 9 à 15 sur 15. L'État de Côte d'Ivoire marque sa ferme volonté de lutter efficacement contre l'anarchie dans le secteur de la construction et de l'urbanisme. Il entend, à travers ce dispositif, créer une synergie d'action des parties prenantes par la mise en commun de leurs moyens à l'effet de rendre les contrôles des constructions beaucoup plus efficaces. Les participants regroupés en commission vont identifier les manquements, mais aussi vont proposer une stratégie d'ancrage national pour la vulgarisation du système et formuler des recommandations. Dans l'actualité politique, le RHDP continue la présentation de ses candidats pour les futures échéances électorales. Éric Goré nous conduit dans le sud Comoé.
Ce sont 8 personnalités qui représentent la crème politique du RHDP au niveau de la région du Sud Komoué. Ces candidats aux futures élections locales reçoivent l'onction du parti. Présentés aux populations par le président du directoire, ils sont prêts à relever le défi de la victoire. Maféré a été transformé positivement. Pour nous, c'est un choix naturel que nous faisons. Nous partons de cette cérémonie-là avec beaucoup de force pour remporter la circonscription électorale de Beaunois pour les municipales prochaines. Nous contrôlons la région, nous contrôlons 3 communes sur 8. Ce n'est pas assez. Et on peut faire mieux et c'est ensemble unis, ensemble travaillant vraiment dans la vision du président de la République que nous pourrons ravir d'autres communes dans cette région-là. Le commandant en chef de cette liste n'est autre que le docteur Aka Ourlé, président sortant et candidat au conseil régional. La région du Sud Komoué a bénéficié d'une attention particulière du président de la République, notamment dans l'affectation des ressources, dans la construction d'infrastructures, dans la mise en œuvre de projets de développement pour le bien-être des vaillantes populations et dans la promotion du développement humain. Gilbert Koné-Kafana a invité tous les militants et cadres du parti à soutenir ces dignes représentants du parti dans cette région afin de continuer à mettre en œuvre le programme de développement du président Alassane Ouattara. Ceux qui viendront vous dire que je suis candidat pour Alassane Ouattara et quand je vais gagner, je vais donner ma victoire au RHDP, il vous a menti. Il s'est envoyé lui-même. Il n'est pas candidat du RHDP. Ceux que je vous ai présentés ce matin, c'est ceux-là que le parti a choisi. C'est ceux-là que le président du parti m'a demandé de vous présenter. Cette présentation des candidats du RHDP aux populations se tient de façon éclatée sur le territoire national. Une étape importante qui permet au parti de présenter de façon officielle ses candidats en mettant un visage sur chaque nom. Dans la région du Folon également, on a pu maintenant mettre un visage sur les noms des différents candidats. C'est à Minignan qu'ils ont été présentés et la population a été invitée à prendre part à ces élections à venir, à donc participer au choix de leurs futurs représentants, Boubacar Silla et Kader Sogodogo. Sendou Sissé, Mori Diakité, Chantal Moussoukoura Fani, Yakuba Doumbia et Keleseni Kone. Voici les porte-étendards du RHDP pour les élections locales du 2 septembre prochain dans la région du Folon. En prélude à cette date électorale, les 5 candidats désignés par la haute direction sont présentés aux instances locales et aux militants du parti. Une présentation faite par le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, le ministre Amadou Koulibaly, membre du directoire politique du RHDP. Au nom des aspirants, Sendou Sissé, candidat à sa réélection au Conseil régional, remercie la délégation et exprime sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, promettant la victoire au RHDP dans la région du Folon. Nous, les candidats, exprimons nos remerciements appuyés, ainsi que notre profonde gratitude à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président du RHDP, pour sa confiance renouvelée. Tous ici, nous prenons l'engagement de ramener la victoire au soir du 2 septembre 2023. Le chef de mission appelle à l'union, à la discipline et à la mobilisation autour des candidats du RHDP. C'est ceux-là qui vont porter les couleurs de notre grand parti, le RHDP, dans le Folon. Ce sont eux qui sont chargés de nous apporter la victoire. Ils ne pourront le faire que s'ils ont votre soutien, s'ils ont votre accompagnement, et au regard de l'applaudimètre, je peux dire que cet accompagnement, ce soutien est acquis. Minignan, Kaniasso, Tienko et Goulia sont les 4 localités concernées par l'élection municipale pour la région du Folon. Cette rencontre au foyer polyvalent de Minignan a été l'occasion pour les militants et sympathisants de réaffirmer dans la gaieté leur soutien au chef de l'État, Alassane Ouattara.
À San Pedro, dans le sud-ouest, c'est le secrétaire exécutif du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix qui a présenté les candidats. Dans Paulin a surtout appelé à la mobilisation, mais dans la discipline. Sam Conan. Ils sont 5 candidats dans la région de San Pedro prêts pour défendre les couleurs du RHDP aux élections locales du 2 septembre prochain. Ce sont Nabo Clément au régional. Au niveau des municipales à San Pedro, Félix Anobli, Grand Bérébi, Franck Gérard Gosso, Tabou, Julien Clébé et Grabo, Martin Duboyou. Ces candidats du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix se disent confiants pour l'issue du scrutin du 2 septembre 2023. San Pedro reste convaincu que devant Alassane Ouattara, nous devons taire nos collègues et passer nos petites personnes pour que le RHDP soit fort. Je voudrais prendre le ferme engagement de faire en sorte qu'avec mon aîné, le ministre Nabo Clément, nous fassions en sorte que le RHDP triomphe ici à San Pedro. C'est pourquoi je vous invite à vous unir comme un seul homme. Le commando RHDP de San Pedro a été officiellement présenté aux responsables locaux du parti par le chef des délégations, le ministre Paulin Dao Claude. Le président Alassane Ouattara, président du RHDP, me demande de vous dire de faire bloc autour d'eux. Oui, il est passé le temps des récriminations. Il est passé le temps des divisions et des incompréhensions. Il est là aujourd'hui. Le temps de l'union, le temps de la solidarité, le temps de la discipline du parti. Et nous sommes convaincus que rassemblés et déterminés, nous marchons résolument tous vers la victoire. Les candidats RHDP de San Pedro, tout comme ceux des autres régions du pays, vont être investis par le président du parti très bientôt. Dans l'actualité internationale en France, pour terminer, les députés ont voté ce mercredi contre l'abrogation de la retraite à 64 ans, proposée via un texte de loi du groupe Lyot. Le groupe indépendant pourra saisir le Conseil constitutionnel si l'abrogation n'est pas débattue dans l'hémicycle de l'Assemblée le 8 juin. Voilà, merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous également sur rti.info. Et puis rendez-vous à 23h avec Marine Cognan pour un nouveau journal. Je vous souhaite le bonsoir.